Salut, bienvenue dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Si t'as pas vu les deux premières, je t'invite à aller jeter un œil en description, ça t'aidera un peu mieux à te situer dans tout ça. Je vais directement enchaîner parce que c'est très long aujourd'hui. Alors, en Suisse, parce que j'habite en Suisse, rentrer à l'université c'est relativement facile. On a un bac qui s'appelle la maturité et qui te donne automatiquement accès à toutes les facs. On n'a pas un système de prépa ou de mention. Non, le tri chez nous il s'opère au niveau de la première année d'université ou de fac, dans lesquels on a des gros taux d'échecs. Et des échecs, je m'en étais déjà pris deux. Un en relations internationales à Genève et un en HEC à l'université de Lausanne. En fait, ce qui se passait à chaque fois, c'est que je venais pendant, allez, 2-3 semaines en cours. Après, je commençais à plus vraiment venir en cours. Je préférais passer du temps avec mes amis, avec ma copine de l'époque, et à fumer ces fameux pets. Le tout financé par mes parents. C'est assez moche, en fait, de l'exprimer. Enfin, tu vois, genre, le fait de le dire, je me rends compte à quel point j'étais perdu, mais j'étais relativement bon pour sauver la face, quoi. Donc, je le montrais pas forcément. Enfin bref, le problème dans tout ça, c'est que t'as pas le droit de faire infini de première année, tu vois, t'as pas première année illimitée, ça existe pas. En fait, t'as droit qu'à 3 chances en première année, au troisième échec, t'es exclu des universités suisses. Il me semble que c'est un truc, une exclusion pendant genre 10 ans, ou peut-être à vie, je sais plus exactement, mais ce qui compte en fait, c'est que si je me foirais au moment où j'ai commencé le droit en 2016, à la rentrée 2016, si je me foirais, je me retrouvais à 23 ans, sans aucune formation, dans le monde du travail. Mais cette rentrée de septembre 2016, elle était différente. Comme je te l'ai expliqué à la fin de la partie 2, je sortais d'une période difficile à la suite de laquelle j'avais intégré que chacune de mes actions allait résonner dans l'éternité et que j'étais responsable de la suite de mon histoire. Du coup, mon approche face aux études, rien à voir avec ce que j'avais eu jusqu'avant. En fait, j'ai accepté de faire un truc pas si con, c'est de me plier aux exigences du système dans lequel j'allais m'inscrire, le système universitaire. Donc, je posais des questions pendant les cours, je participais, j'étais volontaire pour présenter des cas pratiques pendant les séminaires, je m'asseyais devant, je lisais régulièrement. Ah oui, alors en m'asseyant devant, forcément, je me mettais à fréquenter le genre de personnes qui s'asseyent devant, et tu vois le genre de personnes que c'est. Donc, en me mettant à fréquenter des gens intéressants et intéressé, je me suis moi-même intéressé, je suis devenu bon, et pour la première fois de ma vie, j'ai découvert un truc génial, c'était que, et ça c'est la révolution de ma vie, là je suis en train de te parler d'un des trucs qui a fait, pour moi c'est une révolution de ma vie. En fait, j'ai découvert que je pouvais m'occuper de mon cerveau en le nourrissant et en le stimulant plutôt qu'en le détruisant. Et dès que j'ai commencé à réaliser à quel point ça pouvait être satisfaisant d'apprendre, je me suis mis à réorganiser l'allocation de mon temps. En fait, j'ai cherché à tout optimiser. Typiquement, je me préparais 2 fois dans la semaine des tupes par série de 6, histoire de gagner du temps, histoire de gagner de l'argent et histoire de garder le contrôle, un contrôle optimal, tu vois, sur ma diète, histoire de performer dans mes entraînements. À côté de ça, tous les rapports sociaux que j'avais s'inscrivaient toujours dans l'exercice d'une activité productive. Toujours. Genre, c'est-à-dire que j'allais pas voir des potes pour mater un film. Si je voyais des potes, c'était ou bien pour du sport, ou bien pour des études. Toujours productif. C'était genre mon credo. Productivité, optimisation, c'était ce qui me faisait kiffer, tu vois. C'est comme ça que je fonctionnais. Et en même temps, j'avais pas vraiment le choix. Enfin bref. En continuant comme ça, si tu veux d'autres exemples, maintenant que j'y pense, il y a un truc qui était assez intéressant en plus pendant cette période, c'était que tous les soirs, à 20h, j'étais au lit. Tous les soirs, 20h, j'étais au lit, je lisais environ 45 minutes, et ensuite je me laissais 15 minutes pour m'endormir, et à chaque fois, à 21h, je m'endormais. Les matins, entre 4h55 et 5h05 du matin, je me réveillais. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me réveiller sans réveil. Et ça, c'était taré, c'était monstre kiffant. Mon corps, en fait, il avait développer une espèce d'horloge interne, tellement c'était le même rythme, il se réveillait tout seul. Les premières fois que je me suis levé à 4h55, c'est-à-dire 5 minutes avant que mon réveil sonne, putain mec, j'étais là, mais ouah, j'ai pré-shot le réveil, j'étais trop content, tu vois. Et je me levais aussitôt, pourquoi ? Déjà de 1, parce que ça me donnait l'impression d'être en avance sur tout le monde, et j'adorais cette sensation, et j'allais bosser tous les cours que j'aurais la même journée, histoire de comprendre en fait, de bien comprendre, d'être vraiment dans le sujet, de pouvoir participer, et ça a été comme ça pendant 1 an. Et je kiffais trop. En première année de droit à l'université de Lausanne, on n'a pas d'examen semestriel, ce qui veut dire qu'on a des examens annuels. Donc on se retrouve en fin d'année avec des examens dont la matière porte sur l'ensemble de l'année. Ça fait beaucoup de matière. Mais ils sont sympas, tu vois, donc ils te laissent le choix. Ou bien tu passes tous tes examens en août, ce qui veut dire que tu as l'été pour réviser, vu que les cours terminent environ en juin.
ou bien tu passes une partie des examens en juin et l'autre partie en août, ce qui allège la charge de travail en juin et en août, enfin, tu répartis le truc quoi, ou alors tu passes tout en juin. Moi, j'étais confiant, j'avais envie d'avoir un été pépère, du coup je me suis dit vas-y, je passe tout en juin. Et résultat, ben, tous mes efforts ont monstre bien payé, j'ai terminé ma première avec plus de 5 de moyenne, en Suisse c'est sur 6, tout en consacrant par semaine environ 20 heures à mes entraînements et en rassemblant environ 6000 personnes sur YouTube. Parce qu'en fait, c'est aussi pendant cette année que j'ai lancé la chaîne Choubatok dans laquelle je partageais le nouvel état d'esprit. Maintenant, un truc qu'il faut que tu comprennes avec tout ça, c'est que je suis pas en train de te dire ça pour que tu te dises « Ouah, il est trop fort !» Si j'ai réussi à performer dans ces domaines, dans ces 3 domaines du coup, YouTube, Instagram et... réseau, études et sport, c'est parce que je faisais pas grand chose d'autre en fait. Et il n'y a rien de surprenant dans tout ça. Si tu veux être bon dans un domaine, il faut que tu y concentres ton temps et ton énergie. Parce que tant que tu as des gens sur cette terre qui seront eux prêts à le faire, qui seront prêts à partir en mode all-in et à tout miser dans un domaine, bah il faut que tu sois prêt à faire pareil si tu veux pouvoir te frotter à eux, si tu veux pouvoir te confronter, te mesurer à ces gens-là et toi aussi t'y faire une place dans ce même domaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique parce que quand on dit que t'es bon quelque part, on sous-entend t'es bon par rapport aux autres. Si tout le monde sait faire des équations à 1000 inconnus, bah toi savoir faire une équation à 1000 inconnus, ça fait pas de toi quelqu'un qui est bon en maths. Mais comme sur cette terre, pas tout le monde sait faire des équations à 1000 inconnus, bah si toi tu sais en faire, on peut dire que t'es bon en maths. Enfin, je sais pas si t'as suivi le truc, mais l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que t'as une contradiction en fait qui naît automatiquement entre d'un côté l'excellence dans un domaine et l'équilibre dans ta vie. Maintenant, tu pourrais te demander de manière tout à fait pertinente, et c'est une question que je me suis posée, est-ce qu'il y a plus d'intérêt à avoir une vie multidimensionnelle, une vie riche dans laquelle tu passes du temps avec ta famille, dans laquelle tu te développes sur le plan spirituel, tu passes du temps avec tes amis, dans laquelle tu apprends à jouer aux jeux vidéo, dans laquelle tu sors, dans laquelle tu sais danser, dans laquelle tu vis multidimensionnelle, ou alors une vie unidimensionnelle où tu deviens le maître, tu deviens l'expert dans ton domaine. Et la réponse à tout ça, ben moi je l'ai pas. Tout simplement déjà parce que c'est une question, c'est une réponse pardon que tu vas devoir trouver toi-même pour toi-même. Mais comme ça d'instinct, je te dirais qu'il y a un risque à tout miser dans un seul domaine, c'est que enfin un risque. Pour moi, je vois un risque, c'est que j'ai observé jusqu'ici que dans ma vie, ben j'ai pas eu toujours les mêmes centres d'intérêt. Ils ont évolué au fil du temps. Et du coup, j'imagine qu'il y a une certaine probabilité pour qu'ils continuent d'évoluer à l'avenir. Si je mise tout dans un domaine qui par la suite en vient à perdre de son sens à mes yeux, bah je risque de me retrouver un petit peu perdu. Et du coup, c'est un monstre calcul, quoi, parce qu'on me dit, ouais, il faut que tu sois bon dans ton truc et tout. Mais est-ce que vraiment c'est la bonne solution? Je sais pas, je pose la question ici. Pendant cette année, donc, j'ai concentré l'essentiel de mes ressources dans 3 domaines, ce qui fait que j'ai inévitablement dû mettre un peu tout le reste en second plan. J'ai rarement rendu visite à ma famille, j'ai maintenu au strict minimum mes relations amoureuses, et j'ai croisé en fait au quotidien les mêmes personnes dans les couloirs de l'université sans jamais prendre la peine de m'intéresser vraiment à elles, parce que tout ce qui comptait, c'était mes études, mon sport et la création de contenu pour mes réseaux YouTube et Instagram. Surtout YouTube et Instagram, un petit peu Facebook, je faisais une vidéo par semaine à l'époque, mais Facebook, j'ai rapidement, enfin, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber pour me concentrer là-dedans. Et au final, je t'avouerais que malgré le fait que je vivais ce que beaucoup de personnes considéreraient et considèrent aujourd'hui encore, j'imagine, comme ce qui est une vie déséquilibrée, ben, j'étais hyper fier de moi. Genre, j'étais monstre satisfait parce que moi, je connaissais ma situation. Je savais déjà que j'avais pas énormément le choix. Et surtout, je m'étais prouvé que j'étais capable de déterminer quelque chose comme étant important et de faire ce qu'il fallait pour réussir dans ce domaine-là. Du coup, à partir de là, c'était juste une question de choix. En fait, j'avais acquis le goût de l'effort et du même pas, j'ai compris que je réussirais mes études. J'ai compris que ce qu'on attendait de moi, en fait, et j'ai compris beaucoup de trucs, du coup. Mais je me visualisais déjà, en fait, en 2e année, en 3e année, je me disais, ouais, mais ce sera toujours pareil, en réalité. Tu travailles et tu récoltes les fruits des petites graines que t'as semées, tu vois. Le problème dans tout ça, c'est que ça rendait l'avenir confortable, c'est certain, mais... Et c'est peut-être pour ça que des fois, je m'en veux un peu, mais je le trouvais beaucoup moins excitant. Et ça me plaisait pas. En fait, j'avais appris à apprécier la pression dans laquelle j'avais... Apprécier la pression... Joli. Dans laquelle j'avais baigné pendant cette première année. Et là, je la sentais redescendre et ça me plaisait pas. Tu vois, je voulais pas que ça redescende. Je kiffais la pression. Ma dose, donc, comme il me fallait, ma dose de dopamine. Ouais, t'as pas un peu de dopamine, mec. Bref, en gros, la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui fait que tu te sens bien, notamment quand tu accomplis des objectifs.
et que du coup aussi j'avais peu d'attache sociale à Lausanne, j'ai décidé de traverser la frontière linguistique qu'on a en Suisse, donc, parce que comme tu le sais peut-être, en Suisse on a 4 langues nationales et 3 langues officielles, mais du coup je traverserai le Röstigraben, c'est la frontière en fait qui sépare la Suisse francophone, où on parle français, et la Suisse alémanique, où on parle allemand. Enfin, on parle pas vraiment allemand, mais en gros, ils parlent suisse-allemand, ils sont même pas d'accord entre eux, dans chaque canton ils parlent un suisse-allemand différent, c'est quelque chose. Bref, je traverserai cette frontière pour aller passer ma 3e année à l'université de Zurich. Comme ça, j'aurais mes cours en allemand, et vu mon niveau d'allemand, ça me garantissait de retrouver cette pression que j'avais tellement aimée pendant ma première année. Et du coup, en 3e année, effectivement, je suis parti, et je me suis retrouvé à emménager dans un petit appartement à Zurich avec ma copine, Christelle, que j'ai découverte, que j'ai rencontré. Ouais, non, c'est une découverte, vraiment, vu le personnage, c'est une découverte, mais genre que j'ai rencontré pendant ma 2e année, parce que je t'ai pas beaucoup parlé de ma deuxième, enfin, je t'ai même pas du tout parlé de ma 2e année de droit, mais grosso modo, c'est pendant cette année-là que j'ai rencontré Christelle. C'était, je pense, le défi de ma 2e année de rencontrer cette fille. J'étais très réticent à l'idée d'une relation de couple parce que j'étais bien, j'étais confortable quelque part dans mon inconfort, dans cet inconfort que j'aimais bien prôner en plus sur internet. C'est facile au bout d'un moment, genre d'aller t'entraîner, de bosser tes cours, de rester un peu dans ta petite routine inconfortable. C'était au final très confortable, et cette fille, elle m'a fait découvrir des trucs vraiment chouettes, et du coup, voilà, elle est venue avec moi à Zurich au final, c'était cool. On se trouve l'appart, on s'installe, et c'est là que ça a commencé. Là, il y a quelqu'un qui toque de nouveau. Voilà. Oh no. Thanks you very For me? much. Yeah. Really? Yeah. Oh, that's so nice. Thank you very It's a much. bit hot and it flipped over. Alors, la leçon du jour, c'est sois gentil avec tes voisins. Parce que après, ils toquent à ta porte et putain, on m'a amené genre des tranches de pizza. C'est quelle heure? C'est 16h10. Je me fais livrer la pizza à 16h10. Trop bien. C'est seulement sur place, donc à Zurich, que j'ai compris, que j'ai réalisé à quel point c'était compliqué, à quel point ça prenait du temps d'assimiler le contenu de cours universitaire dans une langue que je maîtrisais pas. Parce que de l'allemand, je n'avais déjà fait à l'école, mais c'était déjà 5 ans plus tôt, donc il y a maintenant 5 ans et demi. Et à cette époque, si je sortais un livre de cours, c'était pour rouler mes grosses terres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je me suis retrouvé complètement largué, complètement perdu, après genre une semaine ou deux de cours, alors que je bossais, tu vois. Donc bien évidemment, si je suis allé là-bas, c'était pour me retrouver sur pression, mais là, quand même, c'était quelque chose, tu vois, je m'y attendais pas. Il me fallait plus de temps. Genre, j'avais besoin de plus de temps. Genre, je rentrais des cours, je faisais mes listes de voc et tout pour déjà comprendre ce qu'on m'avait dit pendant les cours, et après réussir à apprendre, tu vois, la matière, parce qu'il faut comprendre déjà la forme pour après pouvoir comprendre le fond. Donc il me fallait du temps, il fallait que j'en libère quoi. Donc entre YouTube, entre le sport, entre ma copine, c'est YouTube que j'ai décidé de faire sauter, évidemment. Et à ce moment-là, à cette période, la dernière vidéo sur ma chaîne, c'était des explications reloues de 20 minutes dans lesquelles je reconnaissais que j'aurais pu m'exprimer avec un peu plus de tact dans la vidéo précédente. Enfin bref, une vidéo sans grande valeur ajoutée. Du coup, histoire qu'on se laisse quand même un minimum sur une bonne note, excuse-moi, c'est la pizza qui... J'ai serré les dents, j'ai retenu mon souffle et j'ai tout donné pour sortir la vidéo le muscle up parfait. Et c'est effectivement la dernière vidéo qui est en ligne sur ma chaîne. Alors c'est vrai que d'arrêter de faire des vidéos sur YouTube, ça peut paraître anodin, mais pour moi c'était un vrai sacrifice. Parce qu'à travers mon contenu, non seulement je me voyais coupler autonomie financière et liberté géographique sur du long terme, c'est-à-dire que je peux partir n'importe où sur Terre et continuer à manger, sauf si je me trouve des amis qui m'offrent de la pizza, mais en plus de ça, j'avais vraiment le sentiment d'apporter quelque chose de positif aux autres. En plus de ça, je pouvais exprimer ma créativité. Enfin, t'as 2000 raisons pour lesquelles ça a été difficile pour moi. En fait, j'ai dû gicler de ma vie, effacer de ma vie, quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi. Pile à cette période, avec un pote qui s'appelle Mathieu, on était en train de lancer une marque de vêtements et d'accessoires complètement dédiée au street workout. Kalos, c'est le pull que je portais dans les 2 premières vidéos aussi, si jamais. Le lien est dans la description. Bon, je te raconterai l'histoire complète une autre fois, mais en gros, très rapidement, on en vient à perdre beaucoup d'argent à cause d'une erreur à la con avec un tailleur zurichois. En gros, on se retrouve avec plus d'une centaine d'articles fabriqués avec un tissu dont la qualité ne nous convient pas correctement. On a décidé de ne pas les vendre et de les donner parce que même si on aurait pu gagner sur du court terme, on voulait pas détruire ou prendre le risque d'abîmer l'image d'une marque en laquelle lui comme moi,
on croyait beaucoup. Récapitulons, on est en octobre 2018, mon retard au niveau des cours s'accumule au fil des semaines, je crée plus de contenu, donc mes réseaux stagnent, Kalos commence super mal, je perds de l'argent, en fait il me faut du temps, tu vois, il me faut du temps, j'en viens même à me raser le crâne histoire d'en gagner au quotidien. En fait, en réalité, c'est plus complexe que ça, et peut-être que je t'en parlerai un autre jour, mais dans les grandes lignes, j'ai toujours voulu me raser la tête, hein, simplement pour pouvoir, genre, toucher mon cuir chevelu, ou alors me tester, genre, enfin, voir ce que ça faisait, genre, sous la douche, mais je le faisais pas. Je le faisais pas parce que j'avais pas envie d'avoir l'air ridicule, je le faisais pas parce que j'avais pas envie d'avoir l'air bizarre. J'avais beau trouver ça nul, absurde, de rattacher autant d'apparence à mes cheveux, mais en attendant, voilà, je me rasais jamais les cheveux. Et un jour, en rentrant des cours, après avoir poussé la réflexion un peu plus loin que d'habitude, bah, je demande à Christelle de passer à l'action. Mais il faut qu'on en parle avant. Les coiffeurs, ils en parlent un peu avant. Quel coup vous aimeriez? Oh, ça me fait trop plaisir de faire ça. Attends, mais il y a vraiment quelque chose. Vas-y, ta gueule, pas un dégradé. Ça va plus vite si tu me le faisais Putain, mais t'as un trou là, tu peux te raser, hein. Mais je vais être chauve, cri. Alors même si de plus avoir de cheveux me fait gagner du temps et me rend fier d'avoir enfin réussi à me détacher un petit peu de cette importance que j'accordais à mon apparence et au regard des autres, bah c'est toujours catastrophique niveau études. En fait, j'ai juste l'impression que mon cerveau est pas assez bon. Genre j'arrive pas à accrocher, je commence à me concentrer de moins en moins bien, de moins en moins longtemps. En plus de ça, il y a les examens semestriels qui se rapprochent, genre j'apprends qu'ils sont en décembre et pas en janvier, ce qui fait une grosse différence parce que ça fait quelques semaines de révision en moins. Le système universitaire est différent, nos codes doivent être vierges, on n'a rien le droit de souligner un code si jamais c'est le livre dans lequel tu as les articles de loi. Ils doivent être vierges, donc tu n'as rien le droit de souligner dedans, on n'avait pas le droit de faire de renvoi d'article à article. En fait, c'est un système complètement différent, ce qui a fait que je savais pas ce qu'on attendait de moi. J'étais perdu. J'ai commencé à ressentir une espèce de sentiment d'impuissance, et là, la flamme a commencé à baisser. Genre, j'ai commencé à regarder Netflix le soir avec Christelle au lieu d'apprendre mes listes de voc. Parce qu'en réalité, la grosse partie du travail que je faisais en fait quand j'étais en cours, vu que je comprenais pas ce qu'il disait, c'était que j'écrivais les mots que je comprenais pas et je me faisais des listes de voc et tous les soirs, listes de voc. Bah là, j'ai arrêté de faire les listes de voc. Je regardais Netflix avec Christelle. J'étais pas fier de moi du tout. Je commençais un peu à perdre pied en fait. Un jour, j'ai un pote de Zurich qui est passé à la maison pour récupérer les barres parallèles et les longues en fait que j'avais parce que depuis que j'ai les petites qui sont juste là, bah je les utilisais plus, donc je les lui donnais. Qui a fumé sur le balcon. Et il a fumé de la bœuf. Et en repartant, il a tenu à me laisser une tête. Il n'a pas eu besoin d'insister longtemps. J'ai accepté. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que consommer un psychotrope de manière récréative, par psychotrope, j'entends une substance qui va modifier ta perception de la réalité, le consommer de manière récréative, c'est pas pareil que de le consommer quand t'as l'impression qu'il y a des trucs dans ta vie qui sont en train de se péter la gueule. Et en fait, c'est comme ça que je me suis endormi un soir, le soir même en fait, limite le sourire aux lèvres, après avoir adouci une réalité simplement que j'assumais plus. À travers mes problèmes, si tu veux, j'étais en train d'expérimenter une souffrance, mais qui m'étouffait, mais c'est vraiment ça, hein, qui m'étouffait comme une épaisse fumée toxique, au point que j'étais prêt à me raccrocher à n'importe quoi qui me permettrait de m'en extirper. Genre, j'étais vraiment pas bien. Genre, tu vois, là, je te le raconte comme ça. J'étais pas bien. Et il se trouve que, bah, quand t'expérimentes une souffrance aussi forte et que tu cherches vraiment à te sortir de ce truc, bah, le psychotrope, ça marche. Genre, l'alcool, tu tires une grosse latte, et quand ton cerveau prend la claque, genre quelques secondes après, bah, ça va mieux. Le lendemain soir, je m'apprêtais à recommencer. Mais cette fois, c'était pas pareil. Non seulement je m'étais réveillé le matin, de nouveau, dans cette triste réalité qui se retrouvait à nouveau face à moi, conscient que j'avais cherché à la fuir de manière complètement absurde, mais en plus de ça, s'ajoutait à ma culpabilité les regards réprobateurs de Christelle. Et il y a effectivement de quoi se fracasser le crâne contre un mur quand tu vois quelqu'un dont tu souhaites le bonheur se comporter d'une façon aussi irrationnel. Parce qu'en tant qu'être humain, à partir d'un certain stade de maturité, on est censé être capable de projeter les conséquences de nos actions, non seulement plus sur le court terme, mais aussi sur le moyen long terme. Les jours qui suivent, j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si plutôt que d'essayer de fuir une réalité qui finirait forcément par me rattraper, avec une petite dose de culpabilité en prime, hein, j'essayais de faire ce que je pouvais pour la réparer. Il y avait peut-être des choses que je faisais ou que j'avais faites, consciemment ou non, qui m'avait amené dans la situation dans laquelle je me trouvais. Et si je réussissais à les détecter, si je réussissais à les pointer du doigt, je pourrais peut-être espérer
corriger le tir et améliorer ma situation sur le moyen long terme. Maintenant, pour que cette autocritique s'opère, j'avais besoin de lucidité, je le savais. Je savais que j'avais besoin d'un regard net et précis sur mon rapport avec le monde pour ensuite pouvoir le réparer, tu vois. Tu peux pas, c'est pas jouable de se réparer quand t'as modifié, quand t'as atténué ta conscience de la situation, quand t'es... Tu peux pas réparer un monde quand t'es dans un autre monde, tu vois. Et ça, c'est simplement mon expérience qui a parlé, parce que j'avais déjà eu ce problème avec la drogue, donc j'ai su comment le faire, tu vois. Mais je le partage aujourd'hui avec toi parce que j'espère que ça pourra faire réfléchir 2-3 personnes. Alors oui, c'est méga dur, et c'est pas moi qui vais venir te donner des leçons là-dessus. J'essayais de garder la tête froide, l'esprit clair, de résister à la tentation, mais ça marchait pas toujours, mais j'essayais. Et je faisais de mon mieux. J'ai essayé de mettre le doigt sur le moment où c'est parti en steak, de trouver le point où j'avais foiré. Et vu que j'en trouvais pas un précis, bah j'ai fini par prendre toute ma vie, l'étaler devant moi, la décortiquer pour comprendre mes erreurs, les corriger et minimiser la probabilité, maximiser la probabilité pour que ça se reproduise pas. C'était le but. Genre, je devais voir quelle stratégie j'avais appliquée qui ne jouait pas et que je devais changer. Alors bon, évidemment, tu vas me dire, c'est pas nécessaire d'en faire autant, et t'as certainement raison. Mais encore une fois, je suis juste en train de te dire ce qui s'est passé. Qui m'a permis de garder espoir, c'est que j'avais le sentiment très fort d'être en train de revivre la période qui m'a fait passer de Mère Teresa PGM à Shubatok, celle dont je parle dans la partie 2. Et du coup, je me dis qu'il y a un truc de beau qui m'attend au bout du tunnel. Évidemment, on en parlait énormément avec Christelle. De son côté, elle était en train de vivre des trucs pas géniaux dans le cadre de son travail, dont elle a parlé lors d'un passage à la radio il y a 2-3 mois, mais c'est son histoire, donc je la laisserai raconter si elle veut le faire. Mais on en parle, et puis on en arrive à la conclusion que elle comme moi, on a besoin de temps pour introspection. En fait, tu l'auras remarqué si tu nous suis un petit peu sur les réseaux, on est tous les deux, mais pétris d'énergie. Et en plus de ça, on est ultra indépendants. Donc ce qui explique que dans des moments chouettes, c'est fou, mais dans ce moment où les deux, chacun de nos côtés, on avait nos vies qui étaient en train de se péter la gueule, mutuellement, on s'est avéré être une source supplémentaire en fait de stress pour l'autre. Donc on en arrive à la conclusion qu'on se sépare. On se sépare. Et j'ai envie de dire que ça finit bien, mais comme dit Vincent Cassem, ça finit jamais bien, sinon ça finirait pas. Je me prends une chambre dans une résidence étudiante, dans laquelle je suis en train de filmer cette vidéo maintenant. C'est pour ça qu'on m'apporte des pizzas, tu vois, c'est d'autres colocataires. Et je me concentre en fait sur ce qui peut plus attendre. C'est mes examens et mon équilibre intérieur. Tu vois, c'est mieux de dire équilibre intérieur que santé mentale ou santé psychologique. Ça fait un peu moins peur. Et t'auras bien compris que novembre 2018, c'était vraiment pas la joie. Et ce qui est marrant pendant cette période, c'est que moi, je continue à recevoir des messages privés sur Instagram de personnes qui me disaient « Waouh, t'es tellement mon idole, c'est tellement génial ce que tu fais. Merci pour tout ce que t'as partagé. » Alors, tout ça, j'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo, mais tu comprends que c'est bizarre, tu vois, comme situation. Enfin bref, on est fin novembre 2018, décembre commence, mes examens sont en décembre. Au final, après un mois complet à caresser mes codes et à réfléchir au sens de la vie avec H24, 5 à 10 grammes de caféine dans le sang, je termine mes examens. Ça soulage, mais t'as pas idée d'à quel point ça soulage, mais je reste quand même bien secoué par cette période. À ce moment-là, j'ai ma famille qui partait en vacances en Thaïlande, et j'ai appelé ma maman, et je lui ai demandé si je pouvais venir avec eux. Elle a accepté, et pour la première fois depuis, je pourrais pas te dire combien d'années, je fais des vacances avec mes proches. Et c'était juste terriblement ressourçant, terriblement réconfortant, c'était beau. Et ça a été l'occasion pour moi d'aboutir des réflexions sur plein de questions que j'avais ouvertes pendant ces 2-3 derniers mois. Ça m'a fait énormément de bien. À mon retour, on s'est retrouvé avec Christelle. J'ai reçu mes résultats d'examen. Et contre toute attente, j'ai réussi. J'ai relancé la marque Kalos avec 2 nouvelles collections qui envoient du lourd. Et j'ai repris les cours. Et puis voilà, on est là maintenant. Alors il y a eu après 2-3 mois parce que je suis revenu de Thaïlande en mars. Mais voilà, on est là maintenant. Alors si je te parle de tout ça, c'est qu'aujourd'hui tout va bien. Je passe encore évidemment des journées meilleures que d'autres, mais au moins je sais où je vais. Et ça a pas de prix. Pendant ces
mois difficiles, j'ai eu un tas de réflexions sur un tas de trucs, et certaines vous concernent, notamment la question de YouTube qui s'est posée dès la fin de mes examens. Bah ouais, j'avais à nouveau du temps. Maintenant, Elio, tu nous fais des vidéos ou quoi? C'était pas si simple. En fait, quand je regardais ma chaîne YouTube, ce que je voyais, c'était les idées, les discours qui s'étaient montrés inefficaces pour me tenir éloigné de la souffrance. Et j'ai été forcé de reconnaître, en fait, que la solution, je l'avais pas complètement. Et que j'avais encore à apprendre. Ça a été une très forte leçon d'humilité de me rendre compte que j'avais tapé dans une de mes limites, en fait. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais faire de vous? Qu'est-ce que j'allais faire des gens parmi vous que j'avais influencé d'une manière ou d'une autre? Imagine que t'as une des personnes qui a regardé une de mes vidéos qui se retrouve en proie à la souffrance à cause des conseils qu'elle a appliqués parce que c'était un truc qui lui correspondait pas. Est-ce qu'à ce moment-là, j'endosserais pas moi-même une part de responsabilité? Oh non, j'ai eu l'impression d'avoir fait une grosse bêtise et en janvier 2019, j'ai failli supprimer ma chaîne tellement je suis entré en désaccord avec ce concept même d'influenceur. En fait, je me suis retrouvé à analyser l'océan des réseaux sociaux et tous les poissons qui y baignaient, tous ces gens se montrant tellement confiants, tellement sûrs d'eux, vous vendant des objets, des connaissances, des idées, des concepts. Bah, je me suis simplement rendu compte que des influenceurs et donc que des influences, il en existera absolument toujours. Et pas que sur Internet d'ailleurs. On est tous des influenceurs, chacun à un autre niveau. C'est juste que toi, tu dis ah, retrouvez-moi au Starbucks de la gare de Lausanne. T'as 2 personnes qui vont venir et Squeezie, il le dit, il y en a 10 000 qui vont arriver, tu vois. Au final, c'est comme ça qu'il fonctionne le monde. Et vu que je sais qu'au fond de moi, ben, je souhaite profondément le bien des gens et qu'en plus de ça, j'ai la capacité de me faire comprendre quand je m'exprime. Je me suis limite dit que c'était immoral, en fait, de me placer hors jeu d'office. Il y a des choses qui tournent pas rond dans ce monde. Et en tout cas, pas rond selon ma conception du monde. Et à mon avis, pas rond tout court. Parce que simplement, moi, j'ai envie de me barrer de cette terre et de faire en sorte que le monde se porte peut-être un tout petit peu mieux après mon passage et mes actions qu'il se porterait si j'avais rien fait, en fait, tout simplement. Ça, c'est un truc qui me plaît bien, qui me chauffe. J'aimerais aussi me diriger vers le partage d'expériences personnelles comme je viens de le faire avec cette trilogie, parce que je trouve passionnant l'idée de te montrer quelqu'un qui, comme toi, comme tout le monde au final, fait de son mieux pour composer avec la magnifique et vertigineuse complexité de la vie à une époque où on se perd pour prendre pour modèle des personnages fictifs qui champignonnent sur les réseaux. Chewbacca, c'était un de ces personnages. Alors bien sûr, c'était aussi une facette de la personnalité, mais j'en suis arrivé à la conclusion après beaucoup de réflexions que c'était pas nécessaire de se diviniser en maquillant ses faiblesses pour inspirer les gens à faire un truc de chouette de leur vie, que ce soit pour eux et pour les autres. Voilà, c'est un peu ça la conclusion finale. La prochaine vidéo, ça va être vos progressions sur le muscle up que je vais sortir en juin. Là, faut que je me bouge parce que du coup, vu que j'ai sorti ces vidéos, j'ai plus beaucoup de temps pour réviser pour mes examens. En juin, vidéo muscle up, peut-être que juste après, j'irai aussi... je continue à tabasser le front lever, donc suis-moi sur Instagram pour voir quand est-ce que j'aurai les 20 secondes et du coup quand est-ce que la vidéo sortira. Vidéo sur la cigarette aussi, oh là là. Vous inquiétez pas, j'arrive avec du contenu plus régulier. Ciao.